Bien, la leçon d'aujourd'hui entre dans le chapitre de la radioactivité. Nous allons commencer cette leçon par l'équivalence masse-énergie. Qu'est-ce que cela signifie? Donc sachez que cette partie, bien sûr, revient à un physicien très très connu, c'est Albert Einstein. Donc Albert Einstein, quand il travaillait, et ça c'était en 1905, il travaillait sur la relativité restreinte. Relativité restreinte, donc sur un thème de la relativité. Et en travaillant sur ce thème, il a pu publier une formule très très connue maintenant, hein, c'est la formule, on va dire, la plus connue en physique. C'est la formule E égale à mc carré. Donc, ça signifie quoi cette formule? Ça signifie que l'énergie est égale à une masse multipliée par la célérité au carré. Donc, sachez que pour les unités et puis les valeurs, donc l'énergie, bien entendu, c'est en joules, la masse, c'est en kilogrammes, et puis le C, c'est la célérité de la lumière que je prendrai comme égale à 3,10 puissance 8 mètres par seconde. Donc en travaillant sur la relativité restreinte, il a pu mettre en évidence cette formule. Sachez, quand il l'a établie, il ne l'a pas établie sous cette forme-là, mais sous la forme que je vais écrire ici, c'est-à-dire M égale à E sur C carré, comme ça. Vous voyez? Bien entendu, il s'agit de la même formule, hein, sauf que l'écriture mathématique est différente, mais cette écriture, elle montre que de l'énergie, on peut produire de la masse. Vous voyez? De l'énergie, on peut produire de la masse. Et après, la formule a été écrite comme ça, hein, sur les livres, et on la connaît, tout le monde la connaît sous cette forme-là. Donc sachez qu'on peut lire cette formule dans deux sens différents. Vous voyez, regardez, je vais l'écrire en grand ici. On va expliquer d'abord une première chose, et après on va avancer un petit peu. Vous voyez, on peut lire cette formule dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie dans ce sens? Alors, dans ce sens, ça signifie qu'à partir d'une énergie, on peut produire une masse. Donc, ça veut dire une énergie peut produire une masse. Vous voyez? Et si on lit la formule dans le sens inverse, c'est-à-dire comme ça, là, dans ce sens, eh bien, cela veut dire qu'une masse peut engendrer une énergie E. Donc ça, c'est la première lecture que je suis en train de vous donner. Et après, on va détailler un petit peu les choses. Mais sachez que dans ces deux lectures-là, on voit que l'énergie et la masse sont équivalentes. C'est-à-dire, si on a une énergie, eh bien, il y a production d'une masse. S'il y a une masse, eh bien, la masse renferme de l'énergie. Donc, si je reviens à la définition, bien sûr, de Newton concernant une masse. Vous voyez? Donc, Newton, alors, comment il représente une masse? Eh bien, une masse, c'est une quantité de matière. Voilà, quantité de matière. C'est une quantité de matière qui peut se conserver au cours du temps. Vous voyez, si on a une masse donnée et qu'on ne touche pas, même si la masse produit de l'énergie, eh bien, la quantité de la matière se conserve. Donc c'est une quantité de matière, en fait, c'est la masse, hein, de tous les protons, neutrons, électrons, des atomes qui constituent bien sûr l'objet. Ça, c'est selon Newton. Maintenant, selon Einstein, les choses sont différentes. La masse,
n'est plus une quantité de matière tout simplement, mais il peut renfermer aussi de l'énergie, c'est-à-dire une quantité de matière, mais qui renferme de l'énergie, autre que la quantité de matière. Donc cette formule nous donne l'équivalence entre l'énergie et la masse. Vous voyez? Et la masse. Donc il y a une équivalence. Et cette équivalence n'a pas été signalée, bien sûr, dans la physique de Newton. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit une masse m. Vous voyez? Une masse m au repos. Attention, le mot repos est très très important. Une masse m au repos renferme une quantité d'énergie renferme une quantité d'énergie donnée bien sûr par la formule que je viens d'écrire juste là, E égale à m fois c carré. Avec c, bien entendu, la célérité de la lumière dans le vide. Donc vous voyez que une masse au repos, selon Newton, c'est une quantité de matière qui est posée sur un support. Or, dedans, il y a de l'énergie. C'est ce que Einstein rajoute avec cette formule-là. Donc on va aller un petit peu plus loin pour expliquer un petit peu ces choses de façon un petit peu concrète, pour qu'on voit un petit peu ce qui se cache derrière la formule. Bien, pour mettre cette formule un petit peu en évidence, on va prendre un premier exemple. Un premier exemple. Exemple 1. Supposons qu'on a une ampoule. Une ampoule qui est allumée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va émettre un rayonnement lumineux et aussi de la chaleur, vous voyez? Donc, rayonnement lumineux et plus de la chaleur aussi. Et ces deux quantités possèdent une énergie E. Donc vous voyez que l'ampoule, en étant allumée un certain temps, va émettre bien sûr un rayonnement lumineux, plus de la chaleur, pendant un certain temps. Donc supposons qu'on laisse l'ampoule allumée 1 heure. Donc au bout d'une heure, admettons, hein, c'est un exemple, hein, au bout d'une heure, ben, j'éteins l'ampoule et donc je pèse sa masse. Vous voyez que je pèse la masse, ça c'est la masse 1, sachant que au début je l'ai pesé et il pèse une masse M0 avant que je l'allume. Faites attention, donc avant que je l'allume, je la pèse, j'ai une masse M0, je l'allume pendant 1 heure et après je la repèse, je trouve M1. Donc sachez une chose, c'est que l'ampoule n'a pas émis une quantité de matière. Il a émis un rayonnement lumineux, de la chaleur, donc ce sont des ondes électromagnétiques, hein, de la lumière en fait, et de la chaleur, qui n'ont pas de masse. Donc vous voyez que le rayonnement lumineux et la chaleur n'ont pas de masse. Donc s'ils n'ont pas de masse, on doit trouver M1 ou M0 égale à M1. Ça c'est d'après Newton. Vous
Vous voyez, la conservation de la masse. Or, c'est vraiment, on cherche à peser l'ampoule qui est là avec une précision, mais très très grande. Hein. Sachez que j'ai un C carré dans la formule, et sachez que C carré, vous voyez, hein, c'est 9, 10 puissance 16. C'est énorme, vous voyez. En fait, c'est plus cette égalité qu'il faut mettre. Dans la réalité, si vous laissez en va, ça, c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est parce que cette énergie qui a été émise par l'ampoule pendant 1 heure, cette énergie-là, elle a engendré une masse, petit m, égale E sur C carré, vous voyez? E sur C carré. Sachant que C carré, c'est un nombre très très grand, donc ça va être très très faible. La quantité de la masse qui est engendrée par l'énergie, bien sûr dégagée par l'ampoule, est très très faible. Mais ça n'empêche que la masse M1 a perdu, ou l'ampoule, pardon, a perdu une masse. Ça, c'est la masse perdue par l'ampoule en 1 heure de fonctionnement. Ça, c'est la masse perdue par l'ampoule en 1 heure. Puisque j'ai pris 1 heure comme ça, c'est un exemple, vous voyez, parce que je n'ai pas la valeur de E, mais on peut avoir la valeur de E, on peut calculer et on peut trouver une valeur de la masse, vous voyez, aussi faible soit-elle, mais qui existe. Donc vous voyez qu'un corps, n'importe lequel, qui émet une énergie sous forme de lumière, de chaleur, sachant que ces dernières n'ont pas de masse, eh bien, elle perd quand même de sa masse. C'est-à-dire sa masse ne se conserve pas. Donc, vous voyez l'intérêt de cette formule, c'est dans ce sens-là, vous voyez. Donc maintenant que l'ampoule a perdu une petite quantité, ben, bien entendu, M1 n'est plus égal à M0, mais inférieur à M0. Vous voyez pourquoi inférieur à M0? C'est parce que la partie émise sous forme d'énergie, bien sûr, se convertit en masse à l'aide de la relation fondamentale la plus connue en physique, et puis ça modifie la masse, bien sûr, de l'ampoule. Vous voyez, voilà un cas. Juste une chose, c'est que l'application de cette formule à notre échelle, bien sûr que n'a pas beaucoup d'intérêt. On le verra dans le domaine atomique, et vous verrez que c'est grâce à cette formule que l'énergie se forme, que les étoiles dégagent bien sûr de l'énergie, etc. etc. Ben, je vais prendre maintenant un deuxième exemple. C'est toujours dans le but de montrer un petit peu cette formule, qu'est-ce qu'il peut représenter bien sûr comme information. Vous voyez. Bon, prenons maintenant un deuxième exemple. Donc exemple numéro 2. Exemple 2. Voici l'exemple numéro 2. Il s'agit d'un cycliste qui roule à vélo, à plat, vous voyez, sur une route plate, avec une vitesse V de 20 km par heure. Si on convertit en mètres par seconde, on va trouver à peu près 5,6 mètres par seconde. On divise par 3,6. J'ai la masse de 80 kg, bien entendu, c'est la masse totale du cycliste et du vélo. Donc, en roulant à vélo avec cette vitesse V, il possède une énergie cinétique EC 1/2 de mv carré. Donc, sachez que la masse doit être en kilogrammes
la vitesse en mètres par seconde. Bien, donc pour le calcul, il suffit de remplacer par les valeurs. Donc 1 demi de m c'est 80 kg. La vitesse c'est 5,6, bien entendu au carré. Et donc ça me donne une énergie cinétique à peu près de 1254,4 joules. Donc voilà l'énergie que possède le cycliste en roulant avec cette vitesse V de 20 km par heure. Donc sachez que si on applique bien entendu la loi de l'équivalence masse-énergie, eh bien j'ai une petite masse m égale, je peux mettre indice petit c, c'est-à-dire qui provient de l'énergie cinétique EC, et bien ça c'est l'énergie divisée par c au carré. Donc si je remplace bien entendu les grandeurs par leur valeur, là j'ai 1254,4 joules, divisé par c au carré, donc 3 au carré ça fait 9, fois 10 puissance 16. Et tout calcul fait, on obtient mc égale 1,4 multiplié par 10 puissance moins 14 kg. Donc vous voyez bien un peu, les quantités sont bien entendu négligeables, mais qui existent. C'est ça qui est important. Donc vous voyez que le cycliste, en roulant avec la vitesse V de 20 km par heure, a vu sa masse augmenter de mc, qui est égal à ça, vous voyez. Donc si j'appelle m0 la masse initiale, vous voyez, m0, donc le cycliste va avoir m0 plus mc. Vous voyez, la masse... attention, m0, c'est quand le cycliste est au repos. Hein, m0, le cycliste au repos. Il avance bien sûr avec le vélo à cette vitesse-là, hein, il roule à cette vitesse-là. Il va gagner une masse qui est l'énergie cinétique divisée par c carré. En fait, l'énergie, bien entendu, que renferme bien sûr le cycliste et le vélo. Et donc, ça va me donner cette masse-là. Et par conséquent, la masse du cycliste quand il roule, c'est cette masse-là. Donc, vous voyez que sa masse au repos a été augmentée d'une certaine masse mc qui est due à l'énergie. Vous voyez bien l'équivalence masse-énergie. Vous voyez, donc cette énergie-là a été convertie en masse. Vous voyez, cette énergie qui est là a été convertie en masse. C'est comme pour l'ampoule, pour le premier exemple. Donc vous voyez bien qu'à notre échelle, bien entendu, et vu la valeur, bien sûr, de c carré, on obtient quand même des valeurs, mais quand même, elles sont infinitésimales et négligeables, bien entendu, hein, devant la valeur de la masse initiale. Sachez que m0 plus mc, vous voyez là, ça s'appelle l'inertie pour Einstein. Vous voyez que l'inertie, c'est la masse au repos plus la masse qui est due à l'énergie, c'est-à-dire au mouvement ici, vous voyez. Donc sachez que plus on avance vite, regardez la vitesse, plus la vitesse augmente, plus l'énergie cinétique augmente, et plus la masse mc augmente. Donc, admettons, on va imaginer que ça va augmenter, mais vraiment de façon considérable. Et il faut savoir une chose, que plus la vitesse augmente, plus l'énergie augmente, et plus la masse augmente, et plus le système aura du mal, bien sûr, à bouger davantage. Donc, il arrive à un moment donné où la vitesse va être limite. Il arrive à un moment où on arrive à une vitesse limite, V, et cette vitesse limite, bien entendu, elle est inférieure à la
célérité de la lumière. Donc vous voyez que, imaginons une fusée par exemple qui avance à une vitesse mais considérable, mais plus sa vitesse augmente, plus sa masse due à l'énergie augmente aussi, et il arrive un moment où la masse devient infinie, c'est-à-dire la masse due à l'énergie devient infinie, et par conséquent, la vitesse n'augmentera plus, et par conséquent, on restera inférieur à la célérité de la lumière. Donc vous voyez jusqu'où on peut aller. Bien sûr, avec le cycliste, on ne peut pas faire ça, mais imaginons bien sûr des systèmes qui vont à des vitesses bien sûr très très grandes, et on peut les augmenter, et plus on les augmente, plus la masse du système augmente, et il arrive à un moment donné où la masse devient infinie et on ne peut plus augmenter la vitesse. Et cette vitesse, on l'appelle la vitesse limite, et elle est inférieure à la célérité de la lumière. Donc, retenez un petit peu ça à travers cet exemple. Exemple 3. Sachez depuis tout à l'heure, on a toujours converti l'énergie en masse. Vous voyez, on a travaillé sur cette formule-là, mais on peut travailler sur cette formule, c'est-à-dire que j'ai la masse et je calcule l'énergie maintenant. Donc, regardez bien, je vais m'intéresser au noyau de lithium 3, 7. Donc, il comporte 3 protons, et puis 7 moins 3, ça fait 4 neutrons. Très bien. Donc voilà, donc ça, ce sont les particules. Bien, pour cet exemple, concernant le noyau de lithium, sachez que si on pèse tous les nucléons supposés isolés et au repos, comme ici, et que je pèse avec bien sûr le noyau, avec les nucléons liés entre eux, et bien sachez qu'il y a une différence de masse, vous voyez. C'est quand même, ce sont les mêmes nucléons. Ici, ils sont isolés au repos. Là, ils sont liés. Donc, je vais l'écrire ici. Nucléon, ça veut dire proton, neutron, nucléon. Isolé, ça veut dire et au repos. Isolé, ça veut dire qu'ils n'ont pas de contact les uns avec les autres. Voilà. Et là, c'est le noyau de lithium. Vous voyez? Eh bien, on voit qu'il y a une différence de masse. Vous voyez, si j'appelle par exemple ici M1 et là M2, donc je trouve un delta M qui est égal à M1 moins M2 et qu'on appelle le défaut de masse. Défaut de masse, en fait, ça veut dire que il y a une partie de la masse, quand ils sont liés, une partie s'est convertie en énergie. Et cette énergie, bien entendu, est toujours donnée par la loi fondamentale, bien sûr, de la physique, E égale à mc carré. Et là, on peut l'écrire, c'est delta E égale à delta M fois c carré. Donc, vous voyez que la perte de la masse a été traduite par l'existence d'une énergie. Vous voyez, on est toujours dans l'équivalence masse-énergie. Et donc cette énergie, on va l'appeler plus tard, on va la voir, ça s'appelle énergie de liaison. Donc voilà un dernier exemple. Pour les calculs, on verra ça par la suite, parce que je vais traiter cet exemple pour parler du défaut de masse et de l'énergie de liaison juste après. Mais sachez quand même que ça marche pour tous les noyaux. Vous voyez, tous les noyaux, c'est exactement pareil. Vous voyez? C'est comme si vous avez un sac rempli de 50 billes. Vous prenez le sac
et vous le pesez, c'est-à-dire vous prenez le sac, vous le pesez sur une balance, et après vous pesez les billes une par une, et vous faites la somme de la masse de chaque bille, et vous le comparez à la masse du sac, et vous n'allez pas trouver la même masse. C'est exactement pareil dans ce sens-là. Attention, parce que pour les billes, il n'y a aucune liaison entre les billes, etc., qui fait que, bien sûr, la masse diminue. Donc, vous voyez, donc on a vu, bien sûr, trois exemples sur cette relation. On a vu comment une énergie se traduit en masse, et cette masse, elle est soit perdue, soit gagnée, tout dépend du système, comment, tout dépend du processus physique du système. Hein. Et ici, j'ai une masse, et par conséquent, cette masse renferme de l'énergie. Cette énergie se calcule avec cette formule. Vous voyez, E égale mc carré. Vous voyez que là, j'ai trouvé un défaut de masse. Et bien, le défaut de masse, je peux le convertir en énergie. Bien, après avoir étudié le défaut de masse lors de la formation d'un noyau et calculé l'énergie correspondante à ce défaut de masse, on va rester dans le domaine nucléaire et nous allons nous intéresser aux accélérateurs de particules. LHC, et ça se trouve en Suisse. CERN, c'est le plus grand accélérateur de particules actuellement. Et donc, qu'est-ce qu'ils font alors dans cet accélérateur de particules? Ils prennent des protons à très haute énergie, c'est-à-dire des protons avec une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Vous voyez? Proche de la vitesse de la lumière. Et après, ils les font circuler dans l'accélérateur de particules. Et il arrive bien sûr un moment où les deux protons entrent en collision. Vous voyez? Donc ça, c'est le premier proton, proton 1. Et ça, c'est le deuxième proton, proton 2. Donc, dès qu'ils arrivent, bien sûr, au moment où le choc doit avoir lieu, eh bien, il y a toute une série de capteurs, toute une série, bien sûr, d'instruments de mesure. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer alors à ce moment-là? Eh bien, toute l'énergie, bien sûr, qui était apportée par les deux protons, se manifeste, bien sûr, en un feu d'artifice, mais de particules de masse m donné, donc des milliers de particules dont la masse m, bien sûr, dont la masse m, vous voyez, est supérieure à la masse des deux protons, vous voyez, des deux protons de départ. Donc, qu'est-ce qui s'est passé alors là? Donc, l'énergie a contribué à la formation d'une masse, vous voyez? Donc, de l'énergie a été transformée en masse. Vous voyez? Et donc, M égale à E sur C carré. Vous voyez, l'énergie, ça c'est l'énergie apportée par les deux protons. Vous voyez, l'énergie apportée par les deux protons. Par les deux protons. Et on remarque bien que normalement, il n'y a pas de raison que la masse finale, hein, il n'y a pas de raison qu'elle soit supérieure à la masse des deux particules qui sont entrées en collision. Vous voyez, ça s'appelle un collisionneur de particules. Vous voyez? Donc ils sont rentrés en collision et cette collision, bien sûr, les a fait freiner, c'est-à-dire que leur énergie, bien sûr, la vitesse s'est arrêtée d'un seul coup. Et bien cette perte d'énergie, eh bien, il s'est transformé en masse, selon, bien sûr, la relation M égale à E sur C carré. Donc vous voyez que ça, c'est aussi un autre exemple hein, qui valide la formule d'Einstein, hein, E égale à mc carré, vous voyez?
Donc sachez que cette formule, elle est présente dans, bien sûr, tous les processus en physique. Et parfois, bien entendu, il a un intérêt très très grand, et surtout dans le domaine nucléaire. Vous voyez que malheureusement, les bombes atomiques, quand elles explosent, eh ben, vous avez tous les noyaux, bien entendu, radioactifs qui se fissurent dedans. Eh ben, chaque noyau, bien sûr, perd une petite quantité de masse. Et comme il y a des milliards et des milliards de noyaux, eh bien, ces petites quantités, bien sûr, d'énergie s'additionnent et donnent une quantité astronomique d'énergie. Voyez? Hein, dans ce cas-là, c'est le passage de la masse à l'énergie. Vous voyez le défaut de masse qui donne de l'énergie. Ici, dans cet exemple que je viens de voir, c'est de l'énergie qui passe et qui devient une masse. Voyez? Et cela valide, bien entendu, le titre qui est l'équivalence masse-énergie. Voilà un exemple intéressant, hein. Vous trouverez une image juste après. Juste un petit complément sur les accélérateurs de particules. Sachez qu'en 1964, un physicien nommé Higgs a supposé l'existence d'une particule qu'il a appelée boson de Higgs. Boson de Higgs. Et il paraît que cette particule, c'est elle qui donne, bien sûr, la masse, à toutes les matières. Vous voyez, à toutes les matières. Ça veut dire la sensation de la masse vient de ces bosons qu'on appelle boson de Higgs. Hein, boson de Higgs. À toutes les matières, vous voyez. Bien entendu, c'était juste une intuition, si vous voulez, et puis voilà, parce qu'il se posait la question, comment ça se fait que, voilà, on a cette sensation de masse, de particules, etc. Donc voilà, c'était une idée qui était émise hein, à l'époque, en 1964. Et sachez que normalement, avec le progrès scientifique, avec bien sûr l'installation des accélérateurs de particules, eh bien, parmi les particules émises lors du choc entre deux protons, par exemple, hein, vous avez plein de particules de masse donnée, hein, de masse petit m. Voilà, parmi ces particules, ben, il y a le boson de Higgs. Donc, vous voyez, parmi les particules formées ici, hein, on trouve boson de Higgs qui est dedans, mais ça n'a jamais été découvert, bien entendu. Mais sachez qu'il fait partie de ces particules. Donc, sachez que la probabilité pour qu'il y ait un boson de Higgs, il faut 100 millions de collisions. Vous voyez, à chaque, on va noter à chaque, ça vous le trouvez bien sûr dans l'histoire des sciences, à chaque 100 millions de collisions. Vous voyez, il faut 100 millions de collisions pour qu'il y ait un boson de Higgs. Vous voyez, 100 millions de collisions. Et sachez que sa durée de vie, je vous donne aussi sa durée de vie, c'est un zeptoseconde, vous voyez, un zeptoseconde. En fait, c'est 10 moins 21 secondes. Vous imaginez un petit peu la durée de vie de cette particule nommée boson de Higgs qui n'apparaît que tous les 100 millions de collisions dans l'accélérateur
Et dans la durée, bien sûr, de vie, elle est de 10 puissance moins 21 secondes. Et sachez que c'est en 2012, donc découverte réelle, bien sûr, découverte du boson de Higgs. En 2012. 2012, ils ont réussi à mettre en évidence cette particule-là. Sachez que, je ne vais pas entrer dans le détail, sachez que normalement, quand il y a les collisions comme ça, la durée de vie, bien sûr, elle est très très faible, hein, 10-21 secondes. En fait, elle récolte les produits de la collision et ces produits contiennent des particules qui, bien sûr, font partie du boson de Higgs. C'est-à-dire qu'elles remontent, comme s'ils font une petite enquête, si vous voulez, voyez. Hein, ils font une enquête scientifique hein, sur tout ce qui tourne autour du boson de Higgs et s'ils trouvent ces paramètres-là qu'ils cherchent et qui tournent autour du boson de Higgs, c'est que le boson de Higgs existe et c'est qu'il est réellement présent de temps en temps, bien sûr, dans ces collisions et donc aussi dans la matière aussi, vous voyez. Bien, un dernier exemple, hein, c'est toujours dans la physique nucléaire. Sachez que dans les étoiles aussi, bien entendu, on peut mettre en évidence cette formule. Hein. Je vais prendre le Soleil par exemple. Hein. Hein, regardez là l'image que je mets à votre disposition. Donc sachez que le rayonnement solaire, hein, le rayonnement solaire, c'est-à-dire l'énergie que le Soleil nous donne en permanence, donc sachez que l'énergie que nous envoie le Soleil, bien entendu, est due à des transformations radioactives qu'on appelle la fusion. Hein, c'est la fusion de l'hydrogène. Fusion de l'hydrogène. Et cette fusion donne de l'hélium. Donne de l'hélium. Et sachez que dans le cœur du Soleil, hein, par seconde, vous avez 620 millions de tonnes d'hydrogène qui sont consommées. Vous voyez, c'est 100, à peu près, hein, 620 millions de tonnes d'hydrogène consommé. Donc voilà, ça c'est en une seconde par les réactions bien sûr de la fusion. Je ferai des exercices plus tard sur la fusion thermonucléaire hein, dans les étoiles. Sachez que 620 millions de tonnes d'hydrogène consommées, et alors, il ne donne que 615 millions de tonnes d'hélium. Vous voyez? D'hélium. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé alors lors de cette transformation, bien sûr, radioactive? Il y a perte de 5 millions de tonnes de matière. 5 millions de tonnes entre la réaction et la fin de la réaction, vous voyez, et les produits. Vous voyez, entre les produits et les réactifs, on trouve quand même qu'il y a une perte de 5 millions de tonnes de matière. Alors, ils sont devenus quoi? Eh bien, sachez que delta E égale à delta M fois C carré. Vous voyez? Donc, delta M, dans ce cas-là, c'est les 620 moins 615
et ça me donne 5 millions de tonnes. Vous voyez? Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé alors dans le Soleil et ce qui se passe dans les étoiles dans le cas général? Donc une perte de masse, et cette perte de masse, comme ce qu'on a fait pour le noyau. Vous voyez, pour le noyau, il y avait un défaut de masse, et ce défaut de masse se manifeste sous forme d'énergie, et cette énergie, ben, elle est fournie à l'extérieur, par exemple. Donc vous voyez que là, le delta M a donné une énergie delta E. Vous voyez que j'ai ici. Donc vous voyez que l'énergie envoyée par les étoiles, en l'occurrence le Soleil ici, n'a pas de masse, or elle provient d'une perte de masse. Vous voyez que les choses un petit peu sont très très liées entre elles. C'est pour cela qu'on parle d'équivalence masse-énergie. Lorsque l'un est perdu, il donne bien sûr de l'énergie, et lorsque c'est le contraire, eh bien, ça donne de la masse, vous voyez. Juste une dernière chose, sachez que cette relation qui renferme la célérité de la lumière dans le vide marche aussi pour des processus physiques où il n'y a pas de lumière du tout et pas du tout d'onde électromagnétique. C'est-à-dire que l'énergie, elle est sous une autre forme. Vous voyez donc, il y a des processus physiques où l'énergie est autre que lumineuse, par exemple, ou bien ondes électromagnétiques, c'est-à-dire que, parce que les ondes électromagnétiques dans le vide se propagent bien sûr avec la même célérité, sachez qu'une autre énergie qui n'a rien à voir avec la célérité de la lumière, c'est-à-dire avec C, et pourtant la loi reste valable. C'est ça qui est impressionnant, la loi reste valable, c'est-à-dire valable alors que j'ai pas de lumière, hein, reste valable, où l'énergie est autre que lumineuse, c'est-à-dire onde électromagnétique, et pourtant la loi reste valable. Sachez qu'on l'a vu dans notre exemple, hein, on l'a vu dans le cycliste, vous voyez, qui avait de l'énergie cinétique, vous voyez. Eh bien, Einstein, quand il a trouvé ça et qu'il est arrivé à cette conclusion-là, le C, ce n'est plus uniquement là, à changer de statut, si vous voulez. Vous voyez, à changer de statut, ça veut dire quoi, hein, je vais l'expliquer, à changer de statut. Ça veut dire que C n'est plus la célérité d'un objet ou d'une chose, hein, mais une constante universelle. Donc il a changé de statut. Avant c'était, bon, c'est la célérité de la lumière ou la célérité des ondes électromagnétiques dans le vide. Bon, ça c'était sa définition. Or, puisqu'elle est dans une formule où il n'y a aucune trace ni de lumière ni d'onde électromagnétique, c'est-à-dire non visible, hein, parce que la lumière est une onde électromagnétique, mais visible, c'est-à-dire où il n'y a pas du tout ça, et pourtant la loi marche et donne des résultats. Donc par conséquent, le C ici, ce n'est pas que la célérité, bien sûr, de quelque chose, mais c'est une constante universelle. Elle est devenue une constante universelle de la physique, constante universelle de la physique. Ça veut dire que on peut le trouver dans des formules
hein, pour expliquer des phénomènes physiques, etc., sans qu'il y ait la lumière dedans. Et ça, c'est vraiment une conclusion très, très, très intéressante, hein, qu'Einstein a donnée à la fin, bien sûr, de son travail sur la relativité restreinte. Vous voyez? Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette loi, hein. J'ai essayé de vous montrer un petit peu comment on l'applique, mais sachez qu'on va la voir bien sûr dans le reste du chapitre.